Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Chers amis, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui jusqu'à 20h comme tous les jours avec Philippe David aujourd'hui, avec Éric Revel et Sébastien Ménard. Et on va revenir bien entendu sur ces 10 ans où Paris a basculé dans une nuit de sidération. 132 morts et 350 blessés, 3 commandos frappent en parallèle le Stade de France, les terrasses de café, le Bataclan, une tuerie de masse pensée pour déborder les secours et éprouver les forces de sécurité. Cette nuit du 13 novembre 2015 reste donc un choc durable pour le pays. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a des tirs dans le 10e arrondissement, les rues, donne-moi les rues. Et Louise est en ligne avec la PP. Reste au bureau, il te regroupe tout le monde. Il y a une équipe au Stade de France et l'autre dans Paris, ça a tiré rue Bichat au Carillon, rue de la Fontaine-au-Roi. Séverine, tu pars au Stade de France avec ton équipe. Les terroristes sont entrés au Bataclan, en plein concert. Il y a plusieurs dizaines de tués, il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Lorsqu'on pénètre dans le Bataclan, il y a des centaines de corps par terre. L'horreur est démesurée. Assez rapidement, donc, il y a un contact entre les négociateurs et les terroristes. Et au terme de ce deuxième échange, le négociateur me rappelle en me disant on n'y arrivera pas. On est totalement désorienté, on est assourdi, ça tire un peu aussi. J'ai le sentiment, et j'ai toujours le sentiment maintenant, que la moins mauvaise solution, c'était de passer à l'assaut. C'est quoi le soir du 13 novembre? Les vraies voix Sud Radio. Et on a souhaité, en tout cas, poser des questions et comprendre ce qui se passait du côté des forces de l'ordre, en l'occurrence du côté de la BRI, préfecture de police de Paris. Et un opérateur est avec nous. Jay, merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà, ce qui est important pour comprendre bien qui est la BRI, préfecture de police, quelles sont aujourd'hui cette unité spéciale, en tout cas, comment on peut la définir? Historiquement, la BRI a été créée en 1964 avec pour mission première de lutter contre le crime organisé et la délinquance violente. En 1972, suite à la prise d'otages des athlètes israéliens aux Jeux de Munich, on s'est aperçu en France qu'on n'avait pas d'unité d'intervention spécialisée dédiée au contre-terrorisme sur le territoire national. La première unité à qui on a donné cette mission, ça a été la BRI, en se basant sur son expérience passée dans la lutte contre le crime organisé. Et aujourd'hui, on continue donc de travailler sur les deux domaines, à savoir la police judiciaire de terrain, surveillance, filature, interpellation, également dans les cas d'enlèvement, et en parallèle sur l'intervention spécialisée, c'est-à-dire l'interpellation d'individus dangereux, les forcenés retranchés et ou retranchés armés, les libérations d'otages, le contre-terrorisme. Voilà un peu l'éventail des missions. C'est un service en alerte H24 ? Ah, bien entendu, il y a des équipes qui sont dédiées à la protection des Parisiens et des résidents de la Petite Couronne, H24. Une équipe qui est prête à partir du 36 quai des Orfèvres, donc position centrale de Paris, prête à être déployée dans l'ensemble de la région, de l'Île-de-France, de la Petite Couronne, pardon, pour être très précis pour l'instant. Et une deuxième équipe de soutien qui peut se projeter également n'importe où dans le secteur de compétences. À quel moment ce service particulier est déployé, et en l'occurrence ce 13 novembre 2015 ? Alors sur la dimension intervention spécialisée, le service est déclenché par le cabinet du préfet de police. Et c'est le cas ce soir-là, le 13 novembre, où on est activé assez tôt dans la soirée. Dès qu'on a les premières informations qui émanent du Stade de France, on a la chance d'avoir des techniciens du laboratoire central de la préfecture de police qui travaillent avec nous et qui étaient présents sur le Stade de France et qui très rapidement nous confirment qu'il ne s'agit pas d'un accident mais d'une attaque terroriste avec présence d'explosifs. Donc ça nous met déjà en alerte. Très vite, on a des retours, notamment via également les sapeurs-pompiers avec qui on travaille, la BSPP, qui nous indique, parce que c'est souvent eux qui sont les premiers avertis de plusieurs fusillades dans Paris. Et quasiment dans la foulée, on a notre chef de service qui nous avise et qui nous demande de retourner au 36 quai des Orfèvres afin de se regrouper, s'équiper et d'être projeté sur la situation de crise. On a besoin de quoi comme information à ce moment-là pour vous? Qu'est-ce qui est la première chose que vous demandez finalement? Qu'est-ce qui se passe tout simplement? Et on n'a pas de réponse tout de suite. En tout cas, pas de réponse précise. Non, pas de réponse précise. On sait qu'il se passe quelque chose de grave,
qu'il se passe quelque chose de grave dans plusieurs localisations, mais on n'a pas précisément la teneur, à part les fusillades et l'explosion du Stade de France. C'est tout ce qu'on a au départ. Et cependant, il faut vous organiser et vous engager. Et donc, comment se passe le commandement ? Comment on s'organise finalement, sans avoir d'informations ? On se regroupe au 36 quai des Orfèvres. Très vite, 2 équipes sont constituées. Une équipe qui va être dédiée plutôt aux terrasses, qui va être envoyée rue de la Fontaine-au-Roi. Et une seconde équipe, elle, qui va être envoyée au Bataclan, ce qui est mon équipe, avec au départ comme information, il faut aller là-bas, il se passe quelque chose de grave. Voilà exactement les mots employés. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le maximum de matériel pour pouvoir s'adapter à la situation à laquelle on va faire face. Donc c'est ce qu'on fait, on s'équipe. Et on se projette très rapidement, parce que le 36 quai est vraiment pas loin du boulevard Voltaire, donc c'est en une dizaine de minutes. On se dirige vers le Bataclan. Là, on est dans une situation un peu inédite depuis très longtemps, ce qui n'est pas arrivé en France, une tuerie de masse, ce qui est un exercice un peu particulier. C'est plus qu'une tuerie de masse, parce que on est plus là sur un attentat de type Bombay. D'ailleurs, c'est ça qui a inspiré l'équipe de Daesh qui a œuvré ce soir-là, c'est-à-dire multisite et concomitant avec plusieurs équipes qui travaillent en même temps. Ça, effectivement, on n'avait jamais été confronté à ça. Comment on travaille parce que sur différents sites, vous êtes par radio, est-ce que chacun sait exactement quelle est sa place ? Non, alors en fait, on va se donner, on va nous attribuer des tâches et des lieux. Si je prends notre exemple, moi, l'équipe dont j'avais la charge, on a été en charge de se diriger vers le Bataclan. D'accord. Donc après, j'étais plus du tout concentré et concerné, j'ai envie de vous dire, par définition sur le moment, par ce qui se passait à côté. On définit le premier de colonne, parce que ce sont des colonnes qui arrivent au Bataclan. Comment on détermine la personnalité qui est derrière le bouclier ? Est-ce que ça c'est un peu au feeling ? Il y a plusieurs phases dans l'opération en ce qui nous concerne du Bataclan. Il y a la phase d'arrivée, la phase de découverte de la situation, de progression, de localisation des terroristes, de début de négociation. Et ensuite, il y aura une phase d'assaut à l'issue. C'est pas forcément les mêmes équipes, puisque au début, on choisit pas avec qui on arrive. On arrive avec les premiers qui sont là. Bien sûr. Donc effectivement, entre la première équipe qui va investiguer au milieu des victimes pendant une vingtaine de minutes afin de localiser les terroristes, et celle qui mènera l'assaut final après, on va reconstituer son équipe parce qu'on a un petit peu de temps. On mettra à profil dont on dispose pour essayer de constituer son équipe au mieux en fonction des éléments dont on dispose à ce moment-là pour mener une action la plus efficace possible. Sachant que vous vous connaissez tous parfaitement. Oui, on se connaît tous, mais alors pour autant, par exemple là ce soir-là, on avait des jeunes qui venaient de finir leur formation initiale. Donc on ne va pas demander à un jeune qui finit sa formation initiale de tenir le bouclier. À l'intérieur, il faut se coordonner aussi, faire des choix de progression. Et là, c'est difficile de se parler, forcément. Alors, on a tout un système radio intégré qui fait qu'on peut se parler sans être entendu. Là, il y a une grosse coordination. Et en plus, il y a un enjeu très particulier dans le Bataclan, c'est qu'on a, notamment au début, on a cet enjeu d'évacuation des victimes. Parce qu'on comprend qu'il y a beaucoup de victimes qui sont blessées. Beaucoup de victimes qui jouent les morts parce qu'on comprendra après que s'ils bougeaient, ils se faisaient tirer dessus. Et avant même la prise d'otage, nous, ce quoi on pense dans un premier temps, c'est qu'il faut qu'on mette en œuvre une tactique qui nous permette d'évacuer au plus tôt la masse de gens qui sont bloqués dans la fosse. C'est-à-dire les sécuriser ? C'est-à-dire localiser les terroristes, geler le périmètre et pouvoir donner un feu vert à l'évacuation générale des 600 ou 700 personnes qui restaient au milieu de la fosse, parce qu'il n'était pas question à ce moment-là de lancer une action sans avoir localisé au préalable les terroristes, et au risque de recréer encore plus de chaos et nous, de ne pas être en mesure d'agir contre les terroristes. Et vous les découvrez facilement, les assaillants, ou s'il faut quand même progresser ? On les découvre pas facilement, parce qu'on a des indications un petit peu contraires. Et on met un certain temps, on met une petite vingtaine de minutes à cheminer à travers les corps des blessés, des morts malheureusement, et des gens qui demandent notre aide. D'ailleurs, à ce moment-là, on est obligé de leur préciser qu'on ne peut pas venir les aider immédiatement. On a une mission qu'on va revenir les aider. Dans un premier temps, en fait, notre principale crainte, c'était que tout le monde se lève. Et là, c'était ingérable pour nous. Donc, on demandait aux gens de rester au sol. Et nous, on a cheminé, d'après les informations qu'on avait, vers le lieu où on pensait que les terroristes étaient retranchés, ce qui était au premier étage du balcon gauche.
Est-ce qu'à l'issue de ce drame, hein, on fait des retakes, j'imagine, avec le service pour voir, on apprend forcément au fur et à mesure, tout le temps. On apprend beaucoup dans ces situations-là. Oui. Oui, on a fait des retakes, entre nous, on a fait des retakes avec d'autres unités françaises, des unités étrangères. Et on se nourrit de ça, et ça a changé, et ce qui nous a permis de revoir notre doctrine d'intervention, et également pour les autres groupes d'intervention comme le RAID qui était présent également avec nous ce soir-là en soutien, et le GIGN, on a échangé avec eux. Chacune des unités avec sa culture propre a pu changer sa doctrine, s'adapter à ce nouveau type de menace. Et bien sûr que c'est fondamental pour nous de comprendre ce qu'on aurait pu mieux faire, ce qu'on a raté et ce qui a réussi. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Je sais que ça n'est pas facile pour vous. C'était aussi une façon de vous mettre à l'honneur, parce que je sais qu'énormément de Français soutiennent la police aussi, quoi qu'on en dise. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Dans un instant, on reviendra avec nos vraies voix du jour sur cet événement, et on se pose toujours la question, est-ce que vous vous souvenez, c'est comme le 11 septembre, est-ce que vous vous souvenez, vous étiez là ce soir-là? 0826 300 300. Merci beaucoup, et nos amitiés bien entendu aux équipes de la BRI-PP. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et on est ravis de vous accueillir avec, bien entendu, Philippe David. Merci de nous accompagner tous les jours. Et j'en profite pour dire que vous pouvez nous retrouver un petit peu partout, hein, sur les plateformes, sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, sur notre chaîne YouTube. Bien entendu, si vous n'êtes pas abonné, c'est peut-être le moment de le faire avec Éric Revel qui est avec nous. Bonsoir Cécile, bonsoir. Bonsoir avec Sébastien Ménard et avec, bien entendu, Philippe David. Avec ce livre, monsieur ce livre. Je suis par Mons et par vous en ce moment. Ouais, ça cartonne. Hein. On rappelle le titre quand même. Hein. C'est Mozart qu'on assassine. Alors ça ne plaira pas à mon voisin parce qu'il s'agit des fiascos, d'une décennie de fiascos signés non pas Zorro mais Emmanuel Macron, oui. Qui s'est pris pour Zorro d'ailleurs longtemps, mais bon, maintenant l'épée est un peu émoussée. Allez, soyez les bienvenus. On voulait savoir ce que vous faisiez le soir du 3 novembre 2015. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez, Philippe David? Alors évidemment, ce soir-là, j'habitais Toulouse à l'époque. J'avais une opportunité d'aller au Stade de France. Oui. On me proposait une place. J'ai dit bon, finalement, j'ai passé la semaine à Paris. Je rentre et je suis un grand passionné de football. Ça se sait sur Sud Radio. J'étais à Fontenay, en banlieue de Toulouse, devant la télévision à regarder France-Allemagne. Et parce qu'un France-Allemagne, c'est jamais un match comme les autres. Alors attendez, parce que je sais que vous êtes féru de foot. Est-ce que quelqu'un se souvient de l'issue de ce match? Absolument. Oui. Non, j'ai pas dit les buteurs. Est-ce que vous vous souvenez du résultat de ce match? Parce que j'avoue que dans ma mémoire, autant je me souviens où j'étais. J'allais à une soirée. Ouais. Qui a été très vite écourté parce que j'avais jamais entendu autant de gyrophares, de voitures de pompiers, d'ambulances dans les rues. En fait, on savait pas trop ce qui se passait, mais la soirée s'est écourtée, c'était dans Paris, et on est rentré chez nous, et c'est là que j'ai regardé les chaînes d'infos et qu'on a vu la monstruosité de ce qui nous arrivait. C'était véritablement un acte de guerre, en réalité. C'était une guerre qui arrivait sur le sol français. Hein. Sébastien Ménard? Mais moi c'était une période de garde alternée, j'en ai un souvenir, et pourquoi je vais raconter ma vie, c'est que je gardais mon fils alors que normalement il était censé être chez sa maman, et sa maman refaisait sa vie, et elle était partie à un concert de rock, mais je ne savais pas. Je ne savais pas où elle était, je ne savais pas avec qui elle était, et évidemment quand toutes les chaînes ont diffusé cette sinistre information, je cherchais la mère de mon fils. Donc évidemment on était séparés, mais elle faisait évidemment ce qu'elle veut, mais voilà, c'était extrêmement compliqué puisque mon fils était là, il était petit, il avait à peu près compris ce qui se passait, et on cherchait sa maman, et sa maman n'a réapparu qu'à 2h du matin parce que tous les réseaux de téléphone étaient saturés. Elle n'était pas au Bataclan, elle était au Zénith ce soir-là. Mais effectivement, on a eu très peur parce qu'en fait, on ne savait pas où elle était. Ah oui. Et pour tout vous dire, alors, j'avais retenu le score. La France avait gagné 2-0. Exactement. Mais j'avais complètement oublié les noms des buteurs. Je vous l'avoue franchement. Et j'ai été voir en préparant l'émission, c'était Giroud qui avait marqué dans les arrêts de jeu de la première mi-temps et Gignac en toute fin de match. Mais vous voyez, j'ai quand même plutôt une bonne mémoire sur le foot. Et j'avais fait un blackout
sur les buteurs. Alors c'est rigolo parce que je dis ça parce qu'en préparant cette émission, je me suis dit mais au fait le match il a duré, on l'a vu jusqu'au bout, qui a gagné, qui a le match a duré jusqu'au bout de mémoire. Et après à l'époque pour une fois que le PSG gagnait, c'est dommage. Non, c'était la France, c'était pas le PSG. Ah oui, c'était la France, la France gagnait, pardon. Mais le pire, je peux le dire aujourd'hui, après on n'a pas quitté la radio et la télé. Et il y avait un journaliste qui travaillait à l'époque à Sud Radio qui m'envoie un texto qui avait un copain qui était dans le Bataclan et dont il venait d'apprendre qu'il était mort. Dans le Bataclan, mais il me l'a appris, ça vers 1h ou 2h du matin, parce qu'évidemment là on dort pas de la nuit, c'était ça c'est sûr que non. Un vendredi soir, on était collés devant les écrans de télé et les SMS. Tiens, mais je connais ces personnes qui allaient au Bataclan ce soir-là, est-ce que, bon, Stade de France... mais c'est un souvenir, c'est comme le 11 septembre. Alors le 11 septembre, c'était pas en France, mais je pense que c'est des moments qu'on oubliera dès lors qu'on les a vécus, même en étant à 700 km. On les oubliera jamais de nos vies, je crois. Il y a un état de sidération, Éric Revel. On a mis du temps à refaire fonctionner un peu cette France qui s'est presque arrêtée mollement pendant. Mais vous savez, je pense que Emmanuel Macron a eu les mots justes ce matin quand il dit la douleur demeure. Ou quand François Hollande, qui était président de la République à l'époque, dit les actes de terrorisme sont un poison lent. Parce qu'en fait, ça a percuté psychologiquement bien plus nos vies qu'on ne le croit. Oui. Même jusqu'à aujourd'hui. Vous vous souvenez de François Hollande qui assiste au match France-Allemagne, à qui on communique ce qui est en train de se passer, mais qui ne quitte pas sa place. Parce que pour pas affoler, pour pas qu'il y ait de mouvement de foule, parce que si le président de la République part en plein match, ça veut dire qu'il se passe quelque chose de grave. D'autant que les gens à l'intérieur du Stade de France avaient entendu les détonations, puisque l'un des deux terroristes se font sauter avec une ceinture d'explosifs. Voilà. Et donc en fait, oui, le pays était complètement sidéré. C'est une attaque extérieure, comme s'il y avait eu un déclenchement de guerre. Mais je pense qu'aujourd'hui, on porte encore les stigmates psychologiques de toute cette violence qui nous a évidemment profondément marqué, même si pour un certain nombre d'entre nous dont je fais partie, j'ai pas eu directement d'amis ou de connaissances qui ont été impactés, mais ça nous a plus que sidéré. Enfin, il y avait même un mouvement. On a l'impression que c'était notre famille. Bien sûr, il y avait presque un mouvement un peu d'affolement. C'est-à-dire qu'on se disait, mais vous écoutiez la radio ou vous regardiez les chaînes d'infos et en fait, vous appreniez qu'il y avait des actes terroristes partout. En fait, vous aviez l'impression que ça se déroulait dans tout. Enfin, voilà, on savait plus du tout où on en était. Sébastien Ménard. En fait, moi je me rappelle avant cette tuerie du 13 novembre 2015. Rappelez-vous, on avait souvent des reportages qui montraient la montée d'un mouvement qui s'appelait l'État islamique au soleil et au levant, où on voyait des jeunes de nos cités françaises qui tractaient des cadavres avec des 4x4, etc. Et on regardait ça de loin, on se disait mais c'est loin de chez nous, c'est des espèces de dingues. Mais là, c'était sur notre sol, en fait. C'était les mêmes qui étaient revenus quelque part. Et je me rappelle, il y avait la phrase d'un de ces jeunes djihadistes qui était francophone ou français et qui disait « c'est le projet, on marchera sur Rome, on marchera sur Paris, c'est le projet ». Et en fait, quand j'ai découvert, moi aussi, sidéré ces images en plein Paris, c'est en fait ces phrases diaboliques, mortifères, résonnaient dans ma tête. Je me suis dit, en fait, on les a interviewés, on a diffusé ça sur des chaînes françaises et européennes. Et quelques mois après, ça se déroule dans les rues de Paris, voilà, dans un pays, la France, un grand pays en paix, où on est censé en tout cas vivre en paix. Mais ce qui est peut-être pire, c'est que on entendait une terrasse dans le 10e est frappée, parce que dans l'info on continue, une terrasse dans le 11e est frappée, et on se disait mais où est-ce que ça va s'arrêter ? Exactement. Ça avait le côté en septembre 2001, moi je l'ai appris, j'étais à Millau en septembre 2001, et j'entends un avion a heurté une des tours du World Trade Center, et je connais un petit peu New York. Je me dis, mais LaGuardia, Kennedy et Newark, c'est pas dans l'axe. Je me dis, c'est un petit avion de tourisme. Et là, j'entends, non, c'est un gros avion qui a frappé. Je me dis, mais comment est-ce que les deux pilotes, même s'il fait une crise cardiaque, il y a le deuxième pilote qui prend les commandes. Et après, j'entends, un deuxième avion a percuté la deuxième tour. Donc là, on comprend. Et après, on entend, le Pentagone est en feu. C'est quelque chose de complètement dingue. Le vol 85. Et on se disait, cinéma. Voilà. Et on se disait,
quand est-ce que ça va s'arrêter? Il y a le Stade de France, il y a une terrasse, 2 terrasses. On se dit, est-ce qu'ils vont pas attaquer après à l'autre bout de Paris? Ils étaient dans le 10e, le 11e. Pourquoi pas le 16e et le 15e pour disperser les forces? C'était quelque chose. Je pense que c'est le pire film d'horreur qu'on ait vécu en direct. Je pense que ça aurait été intéressant d'être dans la tête de François Hollande ce jour-là, parce que quand vous êtes président de la République, c'est vous qui prenez forcément certaines décisions. Et là, je pense que vous êtes seul au monde. Ouais, et je l'ai trouvé à la hauteur. Ouais. Je le dis comme je le pense. Je l'ai trouvé à la hauteur. Avant, après, vous vous souvenez de cette grande manifestation où beaucoup de chefs d'État, y compris Mahmoud Abbas, le palestinien, étaient là. D'ailleurs, sans vraiment de servir. Enfin, il devait y avoir des services de sécurité, mais on se dit comment autant de personnes qui ont été convoyées dans des cars peuvent défiler en même temps, c'est des cibles, etc. Voilà, j'ai trouvé que François Hollande avait un certain courage physique et qu'il a affronté correctement la réalité. Mais ce que disait tout à l'heure dans votre interview très intéressante, Cécile, l'opérateur de la BRI, c'est que, si j'ai bien compris, jamais jusqu'à présent, la BRI n'avait été confrontée des multiples attaques comme celle-ci. C'est-à-dire, là, il y avait une coordination de plusieurs équipes de terroristes qui s'en prenaient à plusieurs endroits de la capitale. Et c'était une première. Donc, il faut aussi saluer et le courage et le sens de l'adaptation des équipes de la BRI qui ont su modifier leur doctrine pour faire face à des faits qu'ils n'avaient jamais rencontrés jusqu'à présent. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des Vrais-Voix. Sébastien Ménard. Pas d'amalgame. Avec vous, Éric Revel. Justement, je vous parlais du match de foot de ce soir. France-Ukraine, c'est un 13 novembre. En voyant certains graphiques à la télévision, je me dis heureusement qu'on a une loi anti-fake news. Allez, on revient dans un instant. Merci de votre fidélité. On est ensemble jusqu'à 19h30. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Avec cette table festoyante aujourd'hui, Éric Revel, auteur de ce livre. Attention. C'est Mozart qu'on assassine, Macron 10 ans de fiasco. Voilà. Au bon accueil, bonjour. Peut-on aller chercher le défibrillateur pour Sébastien a commencé à le lire et j'ai cru qu'il m'avait glissé dans l'oreille. Puis-je le dire maintenant, mon cher Sébastien, vous trouviez ça assez juste, assez drôle, la forme originale, puisque chaque chapitre c'est une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart. C'est bien écrit. C'est pas mal écrit. J'ai pris mon temps. Et c'est un macroniste qui vous dit ça. Et voilà. Alors donc ça me touche d'autant plus. Tout n'est pas vrai. Tout est totalement vrai. La méchanceté. Malheureusement factuel. Philippe David, bien entendu. Allez, soyez les bienvenus. Tout de suite, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. Mais non. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Ah bon? Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Oui, mais comment dire sans tomber dans une forme de réalisme insupportable? Il a rien compris. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Le tour de table de l'actualité. Même quand il n'est pas là, on parle de lui, Philippe Bilger. Philippe David. Alors moi, je vais faire un sujet plus léger quand même, vu la première demi-heure qu'on a eue. Bravo, Philippe. C'est que ce week-end, France Télévisions, le service public, a fait un graphique sur des intentions. Alors je les montre pour ceux qui nous regardent en vidéo, avec les intentions de vote à la prochaine présidentielle. Alors un graphique qui a beaucoup fait jaser, parce que par exemple, François Hollande qui est à 6,5 est pratiquement au même niveau qu'Édouard Philippe à 19, tandis qu'Éric Zemmour qui est à 6 est plus bas que Xavier Bertrand qui fait 5,5. Donc il y a quand même un gros problème d'échelle. Mélenchon à 12 est plus haut que François Hollande à 6,5. Mais pas de beaucoup, pas de beaucoup. Il n'y a pas la ligne droite de Longchamp. Tout est faux. Vous voyez, le graphique est complètement faux. Ça s'appelle un lapsus révélateur. Voilà. Oui, ou ça s'appelle de l'information truquée. Et Zemmour est en noir. Zemmour est en noir. Alors évidemment, ça a fait scandale sur les réseaux sociaux et France Info a fait un tweet le 11 novembre à 1h36 de l'après-midi. Un graphique diffusé hier soir sur l'antenne de France Info TV présentait une grossière erreur d'échelle. Les chiffres du sondage en question sont corrects, mais l'échelle du graphique n'est pas la bonne. Il s'agit évidemment d'une erreur humaine, sans aucune intention de manipulation éditoriale de la part de nos équipes. À tous nos téléspectateurs, nous présentons nos excuses. Seul problème, c'est qu'ils ont fait un deuxième graphique qui est tout aussi mauvais. Alors, ça aurait pu être un sketch directement. Alors, vous voyez là, par exemple, Zemmour qui est toujours à 6%, est plus bas que Dupont-Aignan qui est à 2,5%, que Mélenchon à 12, là ça tient à peu près la route, et que Dominique de Villepin, alors Dominique de Villepin à 4 est plus haut que Zemmour à 6. Bref, manifestement, on dépense 4 milliards pour l'audiovisuel public, et il n'y a personne qui soit capable de faire un graphique. Alors, je le rappelle,
rappelle une chose, il y a les fonds de la formation professionnelle qui permettent à des gens d'obtenir des compétences qu'ils n'hésitent pas à y faire appel. Oui, c'est vrai que c'est ouais. bon, d'abord, il y a un instrument très simple qui existe depuis longtemps qui s'appelle un tableur. Il suffit de rentrer les chiffres. Il faut savoir s'en servir. Et le tableur vous sort les histogrammes, c'est-à-dire les piles. Donc, c'est juste par définition. Mais là, si vous voulez, moi, j'ai fait un tweet quand j'ai vu la. Bon, j'en ai fait un sur le premier parce que je trouvais ça exceptionnel. C'était exceptionnel. Mais sur excusez-nous, on a recommencé et il est aussi faux. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils sont incompétents ou est-ce qu'ils ont un biais idéologique prononcé? Et il y a plein de gens qui m'ont répondu les deux. Ah oui. Les deux. C'est-à-dire que en fait, si vous voulez, ça peut aller avec. Oui, le lapsus dont parle Sébastien, je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est un acte manqué. C'est-à-dire que même le choix des couleurs est intéressant. Donc que Mélenchon, son histogramme soit en rouge, ça me paraît normal. Mais que, vous voyez, Zemmour soit en noir, on voit bien le parti pris, évidemment, que le service public peut avoir. Mais surtout, visuellement, si vous ne regardez que les piles, en fait, vous êtes trompé. Voilà. Vous êtes trompé. C'est-à-dire que eux qui ont des services de contrôle, anti-fake news, etc., ils sont pas capables de. Vous voyez, ils avaient fait aussi un bandeau. Vous vous en souvenez, quand les Palestiniens avaient été libérés, ils avaient titré le bandeau, c'était libération d'otages palestiniens. D'otages palestiniens. Non, mais écoutez, il y a quelque chose qui va pas du tout. Regardez la BBC, certains ont démissionné. Hein. Oui. Bon. Sébastien Ménard, pas d'amalgame. Oui, pas d'amalgame. Moi, je voulais revenir sur ce concept un peu creux, un peu fourre-tout, qui quelque part pour nous encourager à ne pas faire d'amalgame entre l'islam et l'islamisme, entre l'islam et l'immigration, entre l'islam et les attentats. J'entends tout ça, évidemment qu'il ne faut pas faire d'amalgame, mais de là à ne pas laisser des consciences libres, et nous en sommes dire qu'il y a un problème d'islamisation des consciences et quelque part un espèce de laisser-aller depuis, non pas depuis 10 ans, on fête aujourd'hui l'anniversaire sombre des attentats du 13 novembre 2015. Avant ça, il y a eu Charlie Hebdo, avant ça, il y a eu Mohamed Merah, etc. Mais évidemment qu'on a le droit de faire l'amalgame, évidemment qu'on a le droit de créer des ponts, et c'est un centriste qui vous dit ça. Mais je trouve scandaleux, honteux et méprisable au plus haut point le fait qu'on n'ait pas pu porter, que tous les démocrates de France, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient du milieu ou qu'ils soient de droite, aient pu finalement assumer ça. Oui, la France a besoin de regarder ses problèmes migratoires dans les yeux. Oui, la France a besoin de regarder ce qu'est devenu l'islamisation des consciences en France et en Europe. Et tant qu'on n'aura pas fait ce travail, malheureusement, on aura encore des exactions, encore des actes antisémites et encore, je dirais, des zones de non-droit au cœur de notre République et dans des grandes villes d'Europe. Entièrement d'accord, rien à ajouter. Mais qui est-ce qui nous a changé, notre Sébastien Ménard là? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai toujours été comme ça. Non, mais c'est depuis qu'il lit votre livre là, ça l'a transformé là. Non, mais oui, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Mais vous savez, c'est la gauche qui nous a empêchés pendant des décennies d'avoir ce genre de débat, parce qu'en réalité, on se sentait coupable, vous voyez, d'aborder des sujets où on se ferait traiter de raciste, de fasciste, d'extrême droite. En fait, tout ça a sauté à l'épreuve des faits, à l'épreuve des réalités. Et ce qu'on commémore aujourd'hui, le 13 novembre, on est la plus dramatique des expressions, des attentats islamistes. Pendant même des jours, j'entendais sur certains médias publics, on parlait de terrorisme, mais sans accoler le mot islamisme. Je suis d'accord avec vous. Mais oui, mais si pas d'amalgame. Vous avez raison. Excusez-moi, Éric Revel, parce que vous dites que c'est la gauche qui est responsable, mais c'est pourquoi la droite n'est pas plus courageuse à ce moment-là? Mais parce que en fait, il y avait une espèce d'imprimature morale et éthique, une espèce d'intelligentsia de gauche qui dominait les débats, et la droite complexait face. Vous savez, moi, j'ai ma petite phrase que je vous donne toujours, parce que je pense que ça résume la situation. Pendant des décennies, la gauche et l'intelligentsia de gauche, les penseurs de gauche, mettaient sur la table du débat national les thèmes dont il fallait discuter. C'était la gauche qui le faisait. La bienséance. La bienséance. Qui était en réaction? Les gens de droite. Comment on les appelait? Les réactionnaires. Les réactionnaires en réaction des thèmes mis par la gauche sur la table.
Mais les choses se sont inversées. Aujourd'hui, les thèmes, qu'on soit pour ou contre, c'est le constat que les Français font dans leur vie quotidienne. Les thèmes qui sont mis sur la table du débat national, ce sont des thèmes de droite. Résultat, qui sont les néo-réactionnaires? Les gens de gauche. Voire et ça, ça leur plaît pas. Exactement. Et ça leur plaît pas parce qu'ils sont en train de perdre le monopole des idées et des débats. Voilà. On est bien d'accord. Et c'est là-dessus que se prend les pieds dans le tapis le service public média. Souvent. Vous avez cité France Info, mais on pourrait en citer d'autres. Les fameuses rencontres, Thomas Legrand, Patrick Cohen, etc. Non, mais etc. Donc en fait, ces gens se rendent compte qu'ils sont en train de perdre, qu'on retire le tapis, que le peuple leur retire le tapis des idées sous les pieds. Ils ne supportent pas, on les comprend. D'habitude, ce qu'ils disaient, on gobait, on pouvait rien dire d'autre. On était obligé d'accepter. On n'osait même pas débattre. On était culpabilisé parce qu'on n'avait pas envie d'être traité d'être facho ou de ce que vous voulez. Voilà. Et bien, les choses sont en train de s'inverser. C'est douloureux pour eux, je le comprends. Et moi, je veux pas passer pour une emmerdeuse, mais il vous reste 38 je me suis un peu énervé. Pour parler du match ce soir. 35 secondes. Ben oui, alors moi je regrette un peu, je vous le dis comme je le pense. Mais on est dans la commémoration, c'est un 13 novembre. Ce match qualificatif en plus pour l'équipe de France de football se joue un 13 novembre. Imaginez ce qu'on souhaite que la France gagne. Donc vous allez avoir forcément une fête mesurée. Si on gagne ce match, on va aux États-Unis en Coupe du Monde. Et ben je trouve que d'une façon ou d'une autre, ou la fête sera pas suffisante, ou elle sera trop importante et on se dira mais attendez, il y a eu des morts le 13 novembre il y a 10 ans. Entièrement d'accord. Alors surtout que comme maintenant les matchs sont échelonnés sur plusieurs jours, je sais pas, j'ose espérer que c'est pas l'UEFA qui a dit non à la Fédération française de football qui aurait demandé qu'on décale le match à demain, parce que demain il y a toute une série de matchs aussi qualificatifs. Mais c'est vrai que je suis entièrement d'accord. C'était pas le jour à faire un match. Didier Deschamps s'est fendu de quelques phrases pour dire qu'il n'était pas super à l'aise à jouer ce match quand même là. Il est pour rien. Merci les amis. Allez, dans un instant on va revenir sur cette information. Le Parlement israélien qui a adopté donc lundi en première lecture une proposition de loi destinée à instaurer la peine de mort pour les terroristes. On en parle dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Entouré de charmants garçons. Charmants. Je confirme. Oui, bien sûr. Philippe David en premier. Très charmant, vous pouvez le dire. Je dis de charmants garçons et de garçons charmants. Voilà, ça, il peut rien. On est entouré de beaux gosses aujourd'hui. Sébastien Ménard et puis Eric Revel. Et Philippe David. Que mes copines adorent. Non mais ça se voit que vous avez changé de lunettes. Parce qu'à l'époque, vous m'appeliez Culbuto. J'ai pas arrêté. Je vous appelle toujours Culbuto, ça n'a rien à voir. Eiffel, il est sympathique aussi, il a une tête sympathique. François Louis, c'est un beau gosse aussi. Moi je suis là pour rajeunir. Voilà, c'est pas oui. On annule la séquence de François Louis. Allez, tout de suite l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Alors. C'est l'instauration d'une peine de mort pour les terroristes par le Parlement israélien. Ça a été adopté le lundi 10 novembre en première lecture. Pour rappel, la peine de mort a été appliquée qu'une seule fois depuis la création de l'État israélien. Avec une réaction forcément autour de cette table, c'est un peu rude quand même peut-être. Sébastien Ménard, par exemple. Alors, moi je suis partagé parce que d'aucuns diront que la vie ne se discute pas, que la peine de mort se discute plus. Pour moi, il y a des actes. Et ce que je vais dire ne va engager que moi, qui méritent une sanction suprême et qui doivent quelque part. Oui. Non, mais... En fait, on peut plus fonctionner. On peut pas fonctionner à 7 milliards comme on fonctionnait à 2 milliards. C'est pas possible. On peut plus fonctionner, et je sais que je vais choquer en disant cela. Je suis évidemment dans l'absolu contre la peine de mort. Mais quand vous avez un tel niveau de dangerosité pour lequel on ne va pas se tromper, on ne va pas se mentir, la rédemption n'existe pas. La rédemption n'existe pas, c'est ce que j'ai écrit sur les réseaux sociaux ce matin, en réaction à ce que Philippe David a lui-même publié sur voilà. Les 10 ans. C'est évidemment, c'est ni oubli, ni pardon, ni rédemption. Et quand on arrive à ce niveau d'engagement responsable, conscient,
évidemment, on peut tout à fait imaginer qu'un État comme Israël, qui combat le terrorisme, décide de faire voter ou revenir des sanctions ultimes. Vous me passerez l'expression, mais je trouve qu'Israël n'est pas du tout faux cul en votant cette loi, parce que Israël liquide les terroristes, notamment avec le Mossad et le Shin Bet, sans jugement. Donc c'est quand même au moins plus honnête de le faire comme ça, à mon avis. Mais je vais rendre un hommage à François Hollande à nouveau. Parce que je peux vous dire que j'avais lu le livre « Un président ne devrait pas dire ça ». Il a la gâchette facile. Et je peux vous dire que les Français qui étaient partis en Syrie et en Irak, qui avaient comploté contre la France, je peux vous dire qu'il a eu la main très lourde et que les opérations homo, il n'a pas lésiné dessus. C'est une opération homo dont les services secrets sont dit, lui, vous le descendez. Alors on le descend avec un flingue, on le descend avec un missile de croisière, et que quand la France a été attaquée, l'aviation française a fait le plus gros raid depuis la Deuxième Guerre mondiale sur Raqqa. Je dois dire que ça a tué pas mal de monde a priori, parce que quand vous tirez de la bombe d'idée laser ou du missile de croisière, c'est autre chose qu'une balle de 9 parabellum. Et je dis bravo à François Hollande. Et si on accepte les opérations homo, et moi je les accepte, je vois pas pourquoi on n'accepterait pas la peine de mort. Il faut expliquer aux gens ce que ça veut dire. Opération homo, c'est-à-dire qu'on liquide les gens. Le président dit lui, vous me les liquidez. Allez, monsieur Revel. Alors moi je trouve la concomitance des informations intéressantes, c'est-à-dire là où Israël vote une loi pour rétablir la peine de mort pour les terroristes, nous, le seul terroriste encore vivant, puisqu'il n'a pas fait sauter sa ceinture d'explosifs et qui est dans une prison avec un ordinateur et une clé USB. Salah Abdeslam. Salah Abdeslam, lui, il propose une justice réparatrice ou réparative. Oui. Alors vous voyez, le télescopage. Alors la peine de mort, c'est un vrai sujet pour les terroristes, je suis d'accord. Mais sur la justice réparative, restaurative, il y a les trois mots, réparatrice. Bon, il y en a trois. Bon, alors voilà. En fait, l'idée, c'est que le criminel puisse aller discuter avec un intermédiaire, avec les victimes ou les représentants des victimes. Je vais vous dire, l'acte de terrorisme, ceux qui sont morts au Bataclan ou aux terrasses des cafés ou autour du Stade de France, ils sont pas morts assassinés par un criminel de droit commun. Ils sont morts assassinés par un terroriste dont l'idéologie ne peut pas convoquer le pardon. On en parle dans un instant. Convoquer de discussion. Les amis, on en parle dans un instant. Bougez pas en attendant. Petite respiration avec Si vous étiez ministre. Les vraies voix Sud Radio, Si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et si donc vous étiez ministre, mais ministre de l'Intérieur, ce qui est le cas d'Olivier Dagen qui nous appelle aujourd'hui. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bonsoir, les vraies voix. Il a eu un temps en disant c'est à moi qu'on parle, monsieur le ministre. Bah oui, Olivier, vous êtes le ministre de cette minute. Alors j'ai envie de vous dire, quelle serait, si vous étiez ministre de l'Intérieur, votre première proposition? Oui, alors déjà, c'est pas le titre ni la fonction qui font les compétences, donc on peut être simple et efficace. Absolument, vous avez raison. Effectivement, dans un autre contexte que celui que vous avez évoqué tout à l'heure à l'antenne pour les attentats, j'ai entendu dire de mon côté que dans certaines manifestations, il y avait des fonctionnaires de police d'autres services que ceux dédiés au MO, le maintien de l'ordre, qui avaient été mis à contribution. Et le souci, c'est que ces personnels, je suis pas certain du tout qu'ils sachent utiliser les matériels, le bâton télescopique par exemple, qui demande une habilitation. Et je pense que donc renforcer la formation des personnels qui interviennent sur la voie publique, notamment en maintien de l'ordre, ça pourrait éviter des dérives qui portent aussi bien préjudice aux fonctionnaires de police qu'à la bonne gestion de la situation jusqu'à son apaisement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vrai sujet. Écoutez, après, quand il faut du renfort, peut-être que c'était le cas aussi à ce moment-là, non ? Oui, certes, il faut du renfort, mais si vous mettez n'importe qui, n'importe où, il va forcément y avoir des difficultés. En tout cas, vous dites renforcer effectivement les effectifs sur les unités de voie publique pour le maintien de l'ordre, voilà. C'est votre... Non. Formation. Formation. Je me suis mal exprimé. C'est courant pour un ministre.
renforcer la formation des personnels qui interviennent sur la voie publique. D'accord, ok, très bien. C'est une très bonne mesure, moi je dis. Tout le monde vote à main. Je vote, oui, et ben voilà. Adopté, monsieur le ministre. Exactement, c'est adopté. Merci en tout cas, Olivier, d'avoir accepté d'endosser ce rôle. À très bientôt. Vous restez avec nous dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Pour certains, les attentats terroristes ne sont pas si graves que ça, manifestement. Ils choisissent vraiment bien leur moment pour faire leurs remarques. Et dans un instant, tout de suite, là maintenant ? Tout de suite, les incontournables de la gestion de patrimoine avec Thomas Binet. Et on revient dans un instant, à tout de suite. Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne. Depuis plus de 25 ans, le conseil en plus présente... Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Nous vous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. On va parler aujourd'hui, Catherine, de placement et de fiscalité. Réduire ses impôts, c'est aussi possible par le choix de ses placements. Mais alors pourquoi l'État met-il en place ces avantages ? Et à quoi servent-ils vraiment ? Alors Catherine, ma première question, dites-nous pourquoi l'État nous permet-il de réduire nos impôts grâce à certains placements ? Parce qu'en fait, c'est un levier d'action. L'État, il utilise la fiscalité pour orienter l'épargne des Français vers des secteurs qui ont besoin de financement. En échange d'une prise de risque ou d'une contrainte, notamment sur la gestion, l'investisseur va recevoir une carotte fiscale, donc on parle vraiment d'incitation. Alors vous avez des exemples concrets à nous proposer ? Oui, on peut parler des FIP, les fonds d'investissement de proximité, ou les FCPI, les fonds communs de placement dans l'innovation. Leur objectif, c'est quoi ? C'est d'orienter l'épargne vers les PME locales ou innovantes. Oui. Et en contrepartie, on va avoir une réduction d'impôts qui a varié selon les années entre 18 et 25% et qui peut aller jusqu'à 30%. On peut aussi citer le plan épargne retraite, le fameux PER. Il va permettre de déduire de ces revenus les sommes qui sont versées. Pourquoi ? Parce qu'on cherche à inciter les Français à préparer leur retraite. Et on peut encore citer dans le passé des dispositifs immobiliers comme le Pinel. L'objectif, c'était de soutenir la construction de logements neufs. Bon, si je vous comprends bien, derrière l'avantage fiscal, il y a un objectif de politique publique en fait. Exactement. C'est vraiment la logique d'épargne utile. On cherche à soutenir l'économie, l'emploi, la transition écologique, la préparation de la retraite, etc. Mais alors, du coup, si les règles changent demain pour une raison ou une autre, est-ce que ça veut dire que ça va impacter les gens qui ont déjà investi ? Alors, c'est une très bonne question. En fait, en France, on a une règle qui est celle de la non-rétroactivité fiscale. Donc, un changement de loi ne peut pas modifier des avantages accordés à un investissement passé. Donc, si par exemple, vous avez souscrit un contrat qui bénéficie d'une réduction d'impôt, vous garderez ce droit jusqu'à la fin du contrat, même si le dispositif est modifié pour de nouvelles souscriptions. Donc c'est vraiment une garantie pour les épargnants. Du coup, on peut investir sereinement sans craindre que tout change du jour au lendemain, c'est bien ça ? Oui, exactement. La fiscalité peut évoluer pour l'avenir, mais elle ne sera pas rétroactive. C'est vraiment une question de confiance pour l'épargnant. Oui, et puis c'est très important. Donc du coup, si on se place du côté de l'épargnant, est-ce toujours une bonne affaire en revanche ? Ça dépend. Pas toujours. Il faut regarder vraiment au cas par cas. Et il faut bien comprendre qu'une réduction d'impôt vient en contrepartie de quelque chose. Quand vous investissez dans un FCPI ou un FIP dont je parlais tout à l'heure, vous aidez à financer des PME innovantes ou des proximités. C'est un investissement qui peut être très performant, mais il y a aussi un risque de perte en capital. Et en plus, votre argent va être bloqué sur plusieurs années, de 6 à 9 ans selon les produits. Donc c'est en contrepartie de ça que vous aurez une réduction d'impôt qui, cette année, est de 25% et peut aller jusqu'à 30% pour certains produits. Sur le PER, le plan épargne retraite, même chose, votre argent est bloqué jusqu'à la retraite. C'est en contrepartie de cette contrainte-là que vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt. Alors du coup, on va dire de façon différente, une carotte fiscale a toujours un objectif et des contreparties normalement, Catherine. Mais alors, que doit retenir l'auditeur qui nous écoute ce soir et qui se dit, tiens, je vais réduire mes impôts avec ce type de placement ? 3 points à retenir pour moi. D'abord, on n'investit jamais uniquement pour réduire ses impôts. Ça ne doit pas être une fin en soi, c'est vraiment un bonus. Le deuxième point, c'est qu'il faut absolument comprendre la contrepartie. Quel est le risque ? Est-ce qu'il y a un blocage des sommes investies ? Est-ce qu'il y a des contraintes de gestion ? Et le troisième point, c'est qu'il faut toujours diversifier, donc ne pas mettre tout son argent dans un dispositif défiscalisant, mais vraiment l'intégrer dans une stratégie patrimoniale globale.
Merci Catherine pour votre éclairage. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. j'allais dire un truc hyper intéressant. On m'a coupé dans mon élan. Alors que je voulais vous offrir un très joli cadeau. Ah, voilà. Voilà. Et c'est pour le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner un appareil à fondu d'une valeur de 150 €. Voilà, je fais des chants autrichiens dans la montagne. Ah oui, mais vous faites très bien, très bien. De la marque Fondue Simo. Alors vous allez pouvoir déguster en famille, entre amis, explorer des possibilités de fondue réinventée, un appareil révolutionnaire, me dit-on. Et vous allez pouvoir partager cette fondue au bouillon, fromage ou au chocolat. Avec chou. Vous préférez quoi? Fromage. Qui? Chocolat. Chocolat et qui? Ah, moi toutes non, les on deux. arrête la fondue. Moi j'aime chocolat, fromage, viande, moi Philippe avec la choucroute. Alors bien entendu, les personnes qui sont présentes ici n'ont pas le droit de jouer. Vous envoyez donc un SMS parce qu'elles n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone. Vous leur envoyez un message par SMS. Vous écrivez Sud, S-U-D. Vous l'envoyez au 7 20 18. 7 20 18. Et là, on va manger, déguster la fondue. Et un qui devrait fondre un peu, c'est Philippe David. Allez tout de suite, son coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même de plusieurs villages puisqu'il se trouve tant à Paris 16e dans un studio de télévision que sur les réseaux sociaux. Pourquoi ces différents endroits? Parce que le relativisme concernant le terrorisme islamiste dont on commémore les 10 ans de la pire tragédie qu'a vécu la France au XXIe siècle laisse pantois. On écoute ceci. C'est-à-dire que si on déplaçait le sujet de la sécurité en disant... En fait, est-ce qu'être en sécurité, c'est pas faire en sorte que quand on boit de l'eau au robinet, il n'y ait pas de pesticides, il n'y ait pas de polluants éternels, que quand on sort dans les villes, en fait, on ne meurt pas de la pollution de l'air, de maladies cardiovasculaires. Je vous donne juste un chiffre pour étayer le propos. Le terrorisme islamiste, entre 2012 et 2023, ça fait 273 morts en France. La pollution de l'air, ça a fait entre 500 000 et 1 million de morts en 10 ans, sur la même période. La personne que vous venez d'entendre est le militant écologiste Cyril Dion sur le plateau de C'est dans l'air sur France Télévisions. Alors tout d'abord, comment comparer les morts du terrorisme et ceux de la pollution de l'air? Surtout en donnant des chiffres totalement fantaisistes et prouvés par aucune étude scientifique sérieuse. Comment oser cette comparaison entre des personnes assassinées et la poudre de perlimpinpin balancée par ce militant écologiste sans être le moins du monde repris pour des chiffres abracadabrantesques, pardon. Mais ce n'est pas tout. En termes de comparaison immonde, d'autres se sont surpassés. Je pense par exemple au compte Twitter Le Bonjour Tristesse qui reprend un article relatant un accident de chasse pour le commenter par ces mots. Le saviez-vous? Les chasseurs ont tué plus de personnes que les attentats terroristes depuis l'an 2000 en France. Autre relativisme immonde qui ose comparer des morts d'accidents plus tragiques les uns que les autres et des personnes sciemment ciblées par des rafales de Kalachnikov ou un camion lancé à grande vitesse pour semer la mort comme chez les spectateurs du feu d'artifice de Nice le 14 juillet. Il fallait oser poster ça à 3 jours des 10 ans du 13 novembre. J'arrêterai là le musée des horreurs, même si j'en ai lu d'autres. Mais cette manière de minimiser les morts du terrorisme islamiste en faisant ces raccourcis plus que douteux et symptomatiques d'une époque dans laquelle le sens de la mesure a disparu, mais comme la décence a également disparu, on peut se permettre ce type de comparaison à proximité d'un anniversaire dont la France et les Français ne se sont toujours pas remis, une manière feutrée de piétiner les sépultures des victimes et la peine de leurs familles, tout en passant le message que finalement, vu le nombre de victimes, les attentats islamistes ne sont pas si graves que ça. Dégueulasse et ignoble. Eh ben écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors je voudrais quand même citer le personnage qui se drape dans la toge du scientifique, c'est monsieur Cyril Dion, qui ne l'ont pas le frère de la chanteuse, qui est un scientifique, écologiste, militant, qui a osé cette comparaison funeste et dégueulasse, parce qu'on peut même lui dire qu'il y a
plus de morts d'accidents de voiture, que Hiroshima a fait plus de morts, donc le nucléaire est plus dangereux. Mais les accidents de voiture tuent plus de monde que le 11 septembre. Rien qu'en France que le 11 septembre, soit dit en passant. Que le nucléaire est plus dangereux que les islamistes. Voyez, non mais alors pour un scientifique, pardonnez-moi, c'est minable, c'est au-delà de ce qu'on veut. Mais je voudrais aussi vous dire une chose qui m'a frappé. C'est que notre consoeur Caroline Roux, qui interroge, ne reprend même pas. Alors non seulement elle reprend pas, elle reprend un petit peu en disant, enfin quand même, la France a été heurtée par les attentats islamistes. Heurtée, mais non. Enfin, meurtri, dévasté, traumatisé. Traumatisé, mais même heurté, si vous voulez, le mot ne me plaît pas. Non plus. Donc dans cette séquence, je vais vous dire. Je me mets à la place des familles des victimes du Bataclan, des terrasses de café et du Stade de France. Ils ont dû en pleurer de colère. Voilà. Non mais moi j'ai envie de dire, si on accuse, et peut-être à bon escient, un député, d'où qu'il vienne, de critiquer les hurlements d'une autre députée et qu'on taxe ça de sexisme. De sexisme, j'ai envie de dire, on devrait sanctionner Monsieur Dion. Enfin, on devrait très clairement, parce que là, pour le coup, on est dans une forme de relativisme. Mais total. Clairement. J'ai même envie de dire de révisionnisme de ce que sont les attentats islamiques qui ont frappé et qui ont meurtri, traumatisé la France, et nous en sommes autour de cette table. Donc on ne devrait pas laisser passer ça. On ne devrait pas laisser passer ça ici et au-delà d'ici, évidemment, partout ailleurs. Merci beaucoup Philippe David, ce coup de gueule à retrouver bien entendu sur un petit peu partout sur notre plateforme et bien entendu en podcast. Vous voulez commenter, vous êtes les bienvenus, le 0826 300 300, et on va revenir sur cette information en pleine commémoration des attentats, les terroristes du 13 novembre dont le seul vivant Salah Abdeslam a de nouveau été mis en examen et dit vouloir rencontrer ses victimes. Avec cette question du jour, Philippe. Oui, croyez-vous à la demande de justice restaurative de Salah Abdeslam? Alors la justice restaurative, c'est rentrer en contact avec les victimes ou leurs familles pour aider à leur reconstruction. Pour le moment, vous dites non à 97%. Alors moi, permettez-moi de vous dire que je ne crois pas une seconde à la justice restaurative dans ce cas de figure. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h30. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Avec Eric Revel ce soir et Sébastien Ménard, Philippe David bien entendu. Et visiblement, ça cartonne le jeu là. Il y a du monde. Il y a des. Eh ben, vous savez quoi, je vais en remettre une petite couche. Parce qu'on me dit, oui, il y a quand même beaucoup de gens qui envoient des textos. Eh ben, tant mieux. Eh ben, je vais recommencer, vous allez voir. Puisque vous allez pouvoir vous faire offrir, ou pour vous, gagner un appareil à fondu d'une valeur de 150 € de la marque Fondu Simo. Alors là, si on n'est pas au top de la fondue, moi, je connais rien. Vous me faisiez tout à l'heure, vous faisiez quoi tout à l'heure sur la fondue? Le petit bruit, c'était quoi? Vous savez d'ailleurs qu'il y a un fromage pour la fondue qui qualifie parfaitement les vraies voix du jour. Allez-y. Beaufort. J'ai rien compris. Allez. Nous sommes beaux et forts, voilà ce que ça voulait dire. Oh, mon Dieu, alors que j'allais annoncer un truc de dingue. Puisqu'on vous offre ce très joli cadeau, c'est un bel appareil à fondu. Ça s'appelle Fondu Simo. C'est hyper intéressant et ici hyper bon, vous allez voir. Donc vous envoyez un petit SMS à Sud, SUD au 7 20 18. Et là j'ai envie de dire, c'est Noël quoi. Voilà, c'est ça. Allez, tout de suite, la question en plus. On a une personne qui essaie d'accéder à l'éducation, on a une personne qui par ailleurs a présenté des excuses aux parties civiles lors de son procès, ce qui est quand même suffisamment rare pour être souligné, ce qui était tout à fait inespéré, et une personne aussi qui potentiellement aimerait pouvoir expliquer un peu la situation et peut-être discuter, ouvrir une porte aux parties civiles, si toutefois celles-ci le souhaitent, pour pouvoir évoquer la détention et évoquer ce procès-là. Il vous l'exprime ça? Il vous le dit? Ah oui, je voudrais entrer en contact avec les parties civiles. C'est exprimé et ça a été aussi une demande qui a été exprimée par certaines parties civiles de pouvoir entrer en contact avec lui. C'est vraiment des principes de justice restaurative où en fait les personnes qui sont mises en cause et les personnes qui ont été victimes des infractions arrivent à dépasser quelque chose pour essayer de viser, et je sais qu'on en est encore loin, mais viser un apaisement social. Les vraies voix Sud Radio.
Alors la personne dont elle parlait, c'est Georges Saline, qui est le père de Lola, tué au Bataclan, qui effectivement a fait une tentative de rencontrer Abdeslam à la prison. Il n'a pas pu le faire, mais en tout cas, voilà, il a envie de rencontrer le terroriste et de discuter avec lui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on peut imaginer que Salah Abdeslam, alors que là il passe en garde à vue pour avoir des contenus terroristes, soyons clairs, dans son ordinateur, envie de se dire j'ai envie de parler aux parents des victimes? Non, mais vous avez dit quelque chose de très juste, Cécile. Au moment où on apprend qu'il continue de se radicaliser avec des clés USB dans sa cellule, il veut nous faire croire qu'il aimerait rentrer en contact avec les gens qu'il a fait assassiner, dans lui et son commando. C'est d'une perversité, pardonnez-moi, totale. Alors maintenant qu'un père, un frère, une sœur, peut-être pour définitivement faire son deuil, ait besoin de voir en face le bourreau, bon, je pense que des psychanalystes ou des psychiatres pourraient expliquer tout ça. Mais la démarche même, je la trouve perverse. Voilà. Puis juste pour Philippe David, vous avez raison, vaut mieux être Beaufort que Münster pour l'odeur. Pardon. Ouais, ça n'a absolument rien à voir avec le sujet qui est plutôt grave. Sébastien Ménard. Non, moi je vais rester cohérent avec ce que je dis depuis le début de cette émission. Je souhaiterais pour les terroristes une juridiction exceptionnelle, donc des mesures exceptionnelles, donc un cadre. J'ai envie de dire juridique, judiciaire, exceptionnel. Il y a déjà eu, lors des procès, des juridictions exceptionnelles. Mais vous voulez dire les sanctions. Et avec évidemment des sanctions exceptionnelles. Et donc les mesures type justice restaurative, etc., ne seraient pas, entre guillemets, possibles dans ces cas-là. Enfin voilà. Oui, par exemple. Pour moi, en fait, Abdeslam n'est pas injusticiable comme les autres. Voilà. Il n'est pas un prévenu comme les autres. Donc, il ne doit pas être traité de la même manière. Ce n'est pas possible. Donc pas de rédemption. Pas de rédemption. Enfin, moi, je trouve que la période de l'avocate qui va sur les plateaux de télé en disant qu'il veut une justice restaurative, j'appelle ça de la provocation. Oui. Et la même avocate qui, il y a 3 ans, était sur les plateaux de télé en expliquant, je cite, que Salah Abdeslam était quelqu'un de très humain, avec qui on pouvait discuter. Je ne plaisante pas, vous pouvez vérifier, il y a les vidéos qui tournent. Alors si Salah Abdeslam est très humain, dans ces cas-là, tout le monde a un côté humain, on peut y aller. Göring, Himmler aussi. Voilà. Hitler adorait sa chienne Gandhi, mais c'était une des pires ordures de l'histoire de l'humanité. Voilà. Et on est encore dans le relativisme le plus total. Mais le pire, alors je me demande, parce que vous savez que pour déradicaliser les gens en France, on avait une méthode depuis une dizaine d'années avec plusieurs stages, on va dire ça, dont notamment un qui consistait, accrochez-vous bien, à caresser des hamsters. Alors je me demande comment on déradicalise quelqu'un qui veut tuer C'est une véritable info? C'est une véritable info, vous pouvez vérifier. Okay. Ah non mais attendez, là je suis pas dans l'humour, vous pouvez vérifier. Non, il y avait des méthodes de déradicalisation abracadabrantesques. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait une émission sur Sud Radio qui s'appelait Seul contre tous, ou le grand référendum dans ce domaine, où on faisait caresser des hamsters à des personnes radicalisées. Mais est-ce qu'on n'est pas dans le grand n'importe quoi? Alors maintenant... Moi, si un père veut rencontrer Abdeslam et que Abdeslam veut le rencontrer, alors on va pas interdire au père d'une victime de voir quelqu'un. Pour moi, ça serait pas possible. Mais je suis tellement choqué que le timing tombe à ce moment-là que je suis dégoûté, écœuré, outré. On avait envie de parler à quelqu'un que vous connaissez tous, qui s'appelle Gérald Kierzieck, qui est avec nous. Bonsoir Gérald Kierzieck. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin urgentiste et vous avez pris en charge les premières victimes du 13 novembre à l'hôtel Dieu. Et on avait envie de vous entendre pour comprendre ce qui arrive et comment on parvient, si on parvient, à effacer de son cerveau des événements tels que nous les avons vécus le 13 novembre 2015. Alors non seulement on parvient à effacer, mais c'est même un mécanisme de protection en fait neurologique. C'est-à-dire que les psychiatres, nous on a pris en charge des victimes, évidemment l'urgence elle est physique, et puis après elle est psychique. La particularité de l'Hôtel Dieu, c'est qu'on a des psychiatres qui gèrent les urgences médico-psychologiques, et on voit quand il y a des phénomènes traumatiques, mais c'est un peu la même chose quand il y a un viol, quand il y a un traumatisme, quand le stress est trop intense, en fait le cerveau n'encode pas, ne retient pas l'information de la même manière qu'un souvenir.
ça prend pas le même circuit dans le cerveau, et donc on se retrouve avec ce qu'on appelle une dissociation, et avec un souvenir qui est mis dans une case, et avec une espèce d'oubli, l'émotion est trop forte, et du coup le cerveau un peu disjoncte le circuit normal de mémorisation. Donc ça permet, j'allais dire de manière naturelle, cette protection. Le problème, c'est qu'il faut réassocier les choses dans un deuxième temps, et ça c'est tout l'objectif de techniques comme le MDR, on a tous vu, vous savez, avec le doigt, ce système de mouvement d'yeux, qui permet justement de réassocier au niveau du cerveau, et puis c'est tout le sujet de la prise en charge après psychologique. Mais très souvent, et le 13 novembre, on l'a vu, il y a des gens qui étaient sidérés, et qui étaient dans un état figé, parce que c'était trop violent, et à un moment donné, une espèce de court-circuit dans le cerveau. Mais est-ce que ça veut dire que du coup, ça efface tout ? Alors, ça peut effacer un certain nombre de choses, de souvenirs traumatiques. Alors, le problème, c'est que c'est une vraie dissociation. Donc, il y a parfois un comportement qui est complètement, qui n'est plus adapté, et que tout l'objectif de la prise en charge, alors, du débriefing sur place, parce que, alors sur place ou à l'hôpital, parce que là, sur place, évidemment, avec le Bataclan, c'était pas possible. Mais moi, qui étais un des premiers intervenants sur Charlie Hebdo, par exemple, on avait fait déjà un premier débriefing en face, vous voyez, du lieu. Et puis, sinon, ça se fait à l'hôpital avec un débriefing dans la phase aiguë. Et puis après, il y a la suite de la prise en charge médico-psychologique avec des psychiatres, des psychologues, pour pouvoir progressivement aller retrouver ces souvenirs et essayer de les déconnecter d'une émotion trop intense, en tout cas de l'émotion trop intense qui a provoqué leur cloisonnement à l'intérieur du cerveau. Ça, c'est des mécanismes neurobiologiques qu'on est en train de comprendre. Il y a même des médicaments qui sont en train d'être utilisés pour pouvoir, il y a ce qu'on appelle la pilule de l'oubli, par exemple, qui est du propanolol, qui est un médicament pour le cœur à l'origine, mais on s'est aperçu qu'il avait un effet sur le cerveau là aussi, pour pouvoir contrôler les émotions. Mais est-ce qu'il vaut mieux l'oublier ou il vaut mieux le traiter, c'est-à-dire que l'affronter? Et est-ce qu'on peut vraiment totalement oublier un tel trauma? L'oublier en phase aiguë, parfois, c'est le mécanisme salvateur, j'allais dire. C'est cette espèce de ça disjoncte. Après, tout l'enjeu, c'est de pouvoir reconnecter de manière acceptable et de retrouver ce souvenir-là. Mais en fait, on décide pas d'oublier. On voit bien que c'est le cerveau qui, de manière, j'aime pas le mot inconscient parce que c'est associé à des choses qui sont pas de la neurobiologie, qui sont de la psychanalyse. Et on n'est pas dans la psychanalyse. On est vraiment dans l'ordre de la biologie, du physique au niveau du cerveau, où on a ce mécanisme qui va aller mettre le souvenir trop important en termes d'émotion dans la mauvaise case. Et donc, tout l'objectif de la rééducation psychique, c'est de le remettre dans la bonne case. Vous, Gérald Kierziek, vous étiez sur 2 attentats différents. Vous avez vu des choses horribles, comme la plupart des personnels de santé. Comment vous faites ? Alors moi, j'étais pas au Bataclan, parce que le Bataclan, c'était encore autre chose. On a accueilli les gens à l'hôpital, donc on a une protection en fait de l'hôpital. On a la blouse blanche, on n'était pas sur le lieu. Charlie Hebdo, c'était autre chose effectivement. Mais d'abord, on est entraîné. Ensuite, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Le fait d'être entraîné, de se mettre en mode réflexe, d'avoir des gens en face desquels on n'a pas d'émotion particulière parce qu'on ne les connaît pas avant, j'allais dire on ne les connaît pas après, donc on est purement dans la technique. Et puis la troisième chose qui protège un peu, c'est qu'on a un certain nombre de débriefings psychologiques aussi qui nous permettent de discuter en équipe, alors soit de manière structurée, soit de manière beaucoup plus informelle. Mais ça n'a rien à voir. Et puis, vous savez, au Bataclan, et tous les survivants le disent, il y a la peur aussi. Et d'ailleurs, les équipes d'intervention aussi, il peut y avoir la peur. Et tout l'enjeu des équipes d'intervention, c'est de dominer cette peur-là. Et nous, à l'hôpital, on a eu un peu ce moment-là, parce qu'il y a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 10 ans, mais il y a eu à un moment donné une suspicion que des terroristes étaient potentiellement dans Paris, etc. Nous, par exemple, le 13 novembre, on a fermé l'hôpital pour pouvoir justement se protéger. Et on a pu toucher du doigt un peu ce sentiment de peur qui, là, change complètement la donne. Et on peut imaginer, bien sûr, l'horreur des gens qui ont vécu ça de l'intérieur. Merci beaucoup, Dr Gérald Kierziek, d'avoir accepté notre invitation, médecin urgentiste, en tout cas, qu'on aime beaucoup et qui est toujours très, très clair. Merci, Gérald. Et puis, Franck est avec nous. D'Abondance, en Haute-Savoie. C'est ça. Et Franck, il nous appelle de Haute-Savoie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au pays de la fondue? C'est énorme. C'est ça. Ah voilà. Fondue avec l'Abondance. Mais la dernière fois que vous avez mangé une fondue, c'était quand, Franck? Hier. J'en mange régulièrement. Et ben voilà, et ben vous allez encore en manger. On est très heureux de vous offrir donc cette fondue d'une valeur de 150 € de la marque Fondue Simo. Alors vous nous écoutez depuis longtemps, Franck?
Je vous écoute dans la voiture parce que je suis courtier en assurance et je branche tout le temps Radio Sud dans la voiture. Il est drôle, Philippe David. C'est la première fois que je réponds à un SMS, je tape un SMS. Vous l'avez pas écrit en voiture, rassurez-moi, Franck. Non, je m'arrête là. Comme je suis levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Allez, on vous l'offre ce cadeau et on est très heureux en tout cas de vous avoir eu en ligne. Merci en tout cas de votre fidélité. Moi j'irais bien déguster une fondue chez Franck. Ça m'a donné faim, moi. On arrive. Ça m'a donné faim. Il habite à Abondance. Oui. Donc ça veut dire qu'on va manger comme des fous. Ah bah oui. On va manquer de rien. Il y a une corde chez vous. Franck, on prend le train de 21h, on arrive. D'accord. Ça va faire trop tard minuit pour manger. Oh, arrêtez, Philippe. Il n'y a pas d'heure pour se faire plaisir. Merci Franck, merci beaucoup Éric Revel, merci beaucoup Sébastien Ménard. Vive le Beaufort, exactement. Et dans un instant, on va vous parler automobile et surtout de la marque tant aimée des Français, la marque BMW, incontournable avec son CEO. Vincent Salimon sera avec nous dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.